Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 86e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le piège de Kilvern a été diffusé le 16 juillet 2022 et couvre la suite du combat opposant Avan à la terrible faucheuse ainsi que la démonstration du pion face à Myst. Il adapte la totalité des chapitres 297 et 298, et également les premières pages du 299 et enfin le fameux chapitre 300, continuant ainsi le volume 32 du manga. Bonjour, ici le staff. L'épisode de cette semaine est réalisé par Omoya Azuki. C'est la première fois qu'elle s'occupe elle-même du storyboard et elle a fait du bon boulot pour dynamiser les phases de dialogue. La direction de l'animation est assurée par Akira Kano et Midori Ochiyama qui, comme à leurs habitudes, proposent des corrections plutôt correctes. Il est intéressant de noter que Shuichiro Manabe est crédité à la supervision de l'action, ce qui n'était pas arrivé depuis l'épisode 50. Il a sans doute aidé sur la phase de combat de Him contre Miss Vern qui proposait un dynamisme bien plus élégant que le reste de l'épisode. La supervision de l'animation quant à elle est confiée à Naoko Yamaoka, qui était à la direction de l'animation dans le précédent épisode. Allez, il est temps de passer à l'analyse et nous verrons que Vern et Dai se mettent à parler anglais. Yes, 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 yes. L'épisode débute avec les images du précédent épisode tandis que Dai utilise son Dragon Ikora pour se protéger du Calamity Wall de Vern. Leona a failli être emportée par le souffle et Dai a l'air de l'avoir oublié dans l'effervescence du combat. Heureusement, la princesse a pu s'accrocher avec la dague de Papnika. C'est sur ce petit trait d'humour que se terminait le chapitre 296 du manga. Le dieu du mal est impressionné par l'inventivité de Dai, mais le jeune garçon révèle qu'il agit instinctivement. Le héros ignorait complètement que Dragon Ikora pouvait être utilisé de cette façon. Comme lors de son utilisation de Dorohara, il l'a utilisé naturellement. Dans cet épisode, Dai regarde sa main quand il se fait cette réflexion, tandis que dans le manga, un duel de regard avait lieu sous fond noir pour souligner cette introspection. Pourtant, l'heure n'est pas à la réflexion, car Dai s'aperçoit qu'il a complètement oublié la jeune fille. La pauvre Leona remonte tant bien que mal vers le champ de bataille. Dans la case originale, elle paraissait d'ailleurs un peu plus énervée et fatiguée par ses efforts, avec un visage plus marqué. Elle avait prévenu Dai qu'elle allait se défendre toute seule. Le héros lui fait pourtant remarquer qu'elle est toute essoufflée, et elle est visiblement très vexée. Elle l'engueule et lui demande de se concentrer sur son combat. L'écran est splitté pour mettre en valeur le serment royal. Dans le manga, Koji Inada jouait sur les perspectives de la case pour que l'effet humoristique de son visage soit plus accentué. Ça n'avait d'ailleurs pas l'air de faire rire le dieu du mal qui restait complètement stoïque. La princesse était préparée à soigner le héros, mais il se pourrait bien qu'elle n'ait pas à le faire. En effet, la puissance de notre héros est formidable, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ressent une nouvelle puissance au fond de lui, comme lors de l'éveil de son premier insigne. Dans cette adaptation, on peut voir la main de Dai trembler, ce qui n'était pas le cas dans le manga. C'est une mise en scène intéressante, car le jeune garçon semble apeuré par sa propre puissance. Serait-il capable de vaincre Vern? Contre toute attente, l'empereur rit à gorge déployée, et c'est bien la première fois qu'on peut le voir exulter de cette façon. Les protagonistes sont aussi surpris que nous face au rire du dieu du mal pendant ce combat final. Dans le manga, les yeux de Vern étaient d'abord noircis pour cacher ses émotions, et on pouvait ensuite le voir éclater de rire. Alors que le thème de l'empereur nous accompagne, un magnifique zoom sur l'œil de Vern introduit sa révélation. Dai est maintenant aussi puissant que lui. Ici on ne peut pas voir la réaction de Dai, mais dans le manga on pouvait lire la surprise dans ses yeux. Vern montre du doigt le petit héros, et lui confirme que sa puissance pourrait le faire changer la face du monde. Le seul être dont Vern se méfierait à part Dai était Baran en forme de draconien. L'épisode nous présente alors un combat fantasmé entre le père de Dai et le dieu du mal. Cela reprend la direction de la planche originale, où nous voyait ce combat imaginaire en arrière-plan. Mais l'empereur du mal trouve dommage de gâcher des puissances pareilles, et un magnifique plan sur son regard nous est proposé. Il indique que Dai est encore plus puissant que son paternel en draconien, et qu'il se rapproche de son propre niveau. Il plante alors sa lance au sol. Dans le manga, on pouvait voir quelques cases qui montraient que le dieu du mal mettait vraiment en pause le combat en désactivant son arme. C'est dommage de ne pas avoir repris cette direction, c'était assez élégant. Vern ne peut pas résister à l'envie de demander à Dai s'il ne veut pas se placer sous ses ordres. Le visage du dieu du mal reprend avec brio le design de la planche originale. Dans le manga, un arrière-plan était appliqué derrière Dai et Leona pour marquer leur stupéfaction. Ici, il n'y a aucun temps d'arrêt, et le héros demande immédiatement au dieu du mal s'il est sérieux. Mais dans le manga, une case permettait de créer une ambiance plus tendue autour de cette proposition. Vern est pourtant très sérieux, et rappelle à Dai qu'en son temps, Baran avait accepté cette proposition. Pour le dieu du mal, l'humanité est méprisable. Pour les hommes, Dai sera toujours différent, et il sera persécuté tout au long de sa vie. Le plan sur la moitié du visage du dieu du mal est magnifique, et marque son discours. De plus, un zoom sur l'œil de Dai permet de présenter sa réaction, et on peut aussi le voir trembler légèrement de la main. Le jeune homme restait plus neutre dans le manga, même si on sentait que cela le faisait réfléchir. Un flashback nous rappelle les moments durant lesquels Dai a été rejeté, ce qui n'est pas le cas dans le manga. La vision de l'empereur du mal est implacable, les hommes changeront en temps de paix et oublieront vite leur héros. Le regard noir de Vern et sa taille par rapport à celle de Dai sont très bien mis en valeur.
Le regard de notre petit héros est caché par des ombres, tandis que le dieu du mal continue son monologue en le regardant de haut. La mise en scène est excellente et permet de marquer la fatalité du destin qui attend le jeune garçon. Le manga était un peu plus classique et on pouvait voir la réaction de notre héros qui regardait droit dans les yeux de son adversaire. Pour la princesse, jamais les hommes ne feraient cela à Dai, mais Vern lui rappelle qu'elle a des sentiments pour le jeune garçon. Rien n'a changé depuis Baran, et Leona est bien placée pour connaître les outrances de l'humanité. Les cases à ce moment-là dans le manga étaient assez particulières. Le dieu du mal regardait Leona du coin de l'œil, comme s'il ne souhaitait pas dévier son attention du jeune homme. L'épisode propose toutefois un gros travail sur le dieu du mal, avec de nombreux zooms marqués sur son regard et un plan de profil inspiré. De plus, tandis qu'il demande une réponse à Dai, la caméra tourne légèrement autour du décor, comme pour présenter un flottement dans l'esprit du jeune homme. On sent bien que cette scène a été réalisée avec soin, c'est du très bon boulot. Malgré son plaidoyer, la réponse de Dai est négative. Il utilise le mot anglais no. C'est une référence directe au manga qui était lui-même une référence au jeu vidéo, et nous allons revenir sur ce clin d'œil apprécié par les fans. En japonais, quand Vern évoque la réponse de Baran, il utilise le mot anglais yes, tandis que la réponse finale de Dai est no. Dans les jeux vidéo Dragon Quest, nous sommes souvent amenés à répondre par oui ou non à des différentes questions. Dans le tout premier opus de la licence en 1986, Dragonlord nous proposait de rejoindre son camp en échange de la moitié du monde, et la réponse était déterminante. Ici nous pouvons voir une situation similaire, bien que Vern reste fidèle à lui-même dans sa proposition. Ses choix dans les versions originales des jeux sont représentés par les mots japonais Hai et Ye. Mais Riku Sanjo a sûrement préféré utiliser de l'anglais pour souligner la référence du choix. S'il s'était contenté d'écrire oui et non en japonais, ce serait beaucoup plus dur de discerner le lien. Et il est dommage que cet épisode n'ait pas davantage marqué ce clin d'œil, avec une boîte de dialogue à la sauce Dragon Quest par exemple. Vern est évidemment atterré par la réponse de Dai et retrouve son regard sombre. Une douce musique nous enveloppe tandis que le regard du jeune homme reste encore caché. Même si l'humanité a ses défauts, notre héros a décidé de l'accepter. Et plusieurs flashbacks nous rappellent alors ses liens avec le monde des hommes, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Si le dieu du mal a raison, alors Dai le vaincra et quittera la Terre. L'épisode adapte avec brio la planche originale dans laquelle le héros embrassait son destin. La princesse semble choquée par cette décision, et dans la page de base, sa réaction était marquée avec un arrière-plan particulier. Vern concentre son aura et semble bien décidé à faire regretter à Dai sa décision. Les plans sont superbes et la rage de l'empereur semble encore plus marquée que dans le manga, dans lequel son visage semblait moins colérique. Des larmes coulent sur le visage de la princesse, qui souhaite que Dai remporte son combat, non pas seulement pour l'humanité, mais aussi pour lui-même. Dans le manga, ces larmes étaient marquées par un fond noir, probablement pour mieux les mettre en valeur. Non loin de là, Piroro assiste à la scène derrière un rocher, et son clignement d'œil permet de faire la transition avec un autre combat. C'est une très bonne idée pour fluidifier l'épisode, là où le changement dans la page originale était probablement un peu trop abrupt. Nous revenons donc sur le combat de Havan contre Kilvern. Comme la faucheuse semble pressée, le maître comprend qu'elle doit recevoir des informations de l'extérieur. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 297 du manga. L'assassin tente de vaincre Havan avec une de ses cartes pièges, mais est contrecarré par une plume magique. D'ailleurs, l'entrechoquement semblait bien plus lumineux dans le manga que dans cet épisode. Havan explique que comme Kilvern est habitué à toujours se battre avec des méthodes douteuses, il ne peut pas gagner dans un combat à la régulière. La faucheuse lui répond que ce qui lui plaît, c'est de voir ses proies se débattre pour sortir de ses pièges. L'épisode nous propose un beau travelling, mais les pages du manga marquaient encore plus la personnalité de Kilvern. Son regard était un mélange de haine et de cruauté qui faisait froid dans le dos. Alors que le maître décide d'en finir avec son avance trash, son épée se brise en deux. Et revoyons cette scène au ralenti, Thierry. Il semble qu'un objet tranché ait coupé l'épée d'Havan. Dans le manga, l'effet ressemblait d'ailleurs davantage à un choc brutal qu'à une coupure franche. Bref, un effet lumineux et un texte illustraient cette sensation. Kilvern indique que la lame a bien été tranchée. Si Havan avait été plus attentif, il aurait vu les lignes du couvre-chef de la faucheuse changer de couleur. Celui-ci contient des lames invisibles. Dans le manga, des jeux de gris et de noir permettaient de bien observer l'effet sur le masque de l'assassin. La réaction dans les yeux de Maître Havan est savoureuse et bien plus appuyée dans cet épisode que dans le manga. La lame envoyée sur Havan lui tranche la jambe et devient immédiatement invisible. Le maître comprend donc la nature de ces objets. Kilvern lui répond en anglais, il lui dit bingo et lui présente sa pièce maîtresse, le Phantom Razor. Le dernier piège de Kill est une cage de 13 lames invisibles. L'épisode montre bien les différentes lames autour d'Havan, comme dans le manga. La faucheuse fonce alors sur le maître avec un regard rempli de haine. Le pauvre Havan subit de nombreux dégâts et aucune censure n'a été appliquée, le sang coule à flot. La direction de la planche de base a été respectée, où l'on avait une sensation de vitesse extrême. Un magnifique travail a été appliqué sur le regard terrorisé du maître à terre. Le combat était-il fini ? Dans le manga, cette sensation de terreur n'était pas palpable, mais c'est une bonne idée de l'avoir ajoutée pour marquer la cruauté de son adversaire. De plus, on peut voir la vision du maître se brouiller. Dans le manga, on pouvait uniquement voir un effet dans ses yeux qui perdait ses pupilles. Le maître sent qu'il n'en a plus pour longtemps et fonce sur son adversaire. Il se fait transpercer et les pages de base sont très bien adaptées. Havan n'a plus rien à perdre et se prépare à exécuter un Megante.
Un ralenti est exécuté, tandis que des mains semblent sortir des ténèbres pour s'emparer d'Avan. Dans le manga, ce suspense était moins présent, et on pouvait voir tout de suite le juge derrière le maître quand il s'est lancé sur Kilvern. Et oui, les dés étaient pipés depuis le début, et le robot s'apprête à réaliser un Megante à son tour. Alors que la faucheuse s'apprête à quitter cette dimension, Avan attrape sa cheville. Malheureusement, Kilvern lui coupe la main et quitte le champ de bataille. Un travail exceptionnel a été réalisé sur le regard du maître, qui sent la mort approcher. Le manga n'était pas en reste, avec 2 pages mémorables dans lesquelles les yeux sans pupille d'Avan nous présentaient l'inéluctable. Le chapitre 298 se terminait ainsi sur les paroles de Kilvern. Vengeance accomplie. Le sinistre adversaire se retrouve à l'entrée du Vern Palace, là où Baran avait trouvé la mort. La main de Vetravan est restée sur sa cheville, et la faucheuse s'en sépare d'un violent coup de pied. La direction reprend le matériel du manga, dans lequel on pouvait voir le membre inanimé au premier plan. L'assassin voit alors le combat opposant Dai à Vern, et nous pouvons voir quelques secondes inédites du combat. Dans le manga, il fallait se contenter d'un arrière-plan unique. Pourtant, Kilvern ne compte pas venir à son secours. Après tout, même s'il s'est chargé de le protéger, il n'est pas comme Miss Vern. Un sinistre rire retentit alors, et perdure dans un écho, qui nous montre une nouvelle fois tout le talent de Hiroyuki Yoshino. Dans le manga, ce rire était présent en texte superposé à l'image, et pas dans une bulle dédiée, comme pour lui conférer encore plus de mystère. Connaîtrait-il l'identité de l'ancien légat? On se retrouve du côté de l'équipe face à Miss Vern. Le dernier rempart de l'armée du mal n'a pourtant rien à craindre de l'arrivée de ses renforts. Yunkel n'est plus en état de combattre, et Crocodile comme Chu ne peuvent rien contre lui. Quant à Avan, il est occupé par Kill. Cette annonce semblait davantage étonner le BG dans le manga, notamment grâce à l'utilisation d'un arrière-plan particulier. Pourtant, Miss Vern semble avoir oublié Im. Le pion est confiant, et un beau travelling nous présente le nouveau challenger. L'épisode nous propose un magnifique zoom sur Miss Vern, avec des jeux d'ombre de toute beauté. Lara semble sceptique quant aux chances de réussite, mais Im répond avec un petit sourire. Dans le manga, cette réaction était appuyée par une case dédiée pour le sourire du pion. Il concentre alors son aura, et son regard en perd ses pupilles. Dans le manga, ses yeux étaient noirs, et la page se concentrait sur la réaction des différents protagonistes. Le pion tout doricalque est capable de créer de l'aura. Nous sommes une nouvelle fois régalés par un plan de Im regardant de haut son adversaire, et reprenant la case de base avec perfection. L'éminence grise ne comprend pas lui-même comment son adversaire peut générer de l'aura, et dans le manga, un arrière-plan marquait son désarroi. Alors qu'il s'apprête à lui mettre une bonne raclée, Im est interrompu par Chu, qui lui demande son autorisation en sa qualité de capitaine. Faux suspense bien sûr, autorisation accordée. Les coups pleuvent et semblent terriblement violents. Dans le manga, cette sensation de vitesse était aussi palpable, avec plusieurs coups de poing visibles sur la même case. Mam constate que l'aura utilisée par Im est celle de la lumière, ce qui est l'exact opposé de celle de Myst. Devant autant de puissance, Chu exulte. Quelle recrue d'exception! Il en profite pour lui affubler d'ailleurs d'un petit surnom, Himu-chan. Mais ici on préfère Imune, comme dans le manga ou les sous-titres en français. D'ailleurs, dans le manga, le côté humoristique du rongeur est encore plus marqué, avec des effets comiques sur les arrière-plans. Cet épisode s'est pas mal lâché sur le côté léger lors de la sélection des petits surnoms possibles pour Im. L'humour pour un moment aussi important ne sera peut-être pas du goût de tous, mais c'est parfaitement conforme à la direction de base. Le pion est aussi blasé, morvonné. Ce côté amusant tranche radicalement avec la situation du moment, et avec la réaction de Miss Vern face à ce déluge de puissance. Un superbe plan du légat nous est offert, et reprend bien le regard qu'il a dans la case d'origine. L'éminence grise profite d'un moment d'inattention du pion pour utiliser son Tomame Saijin. La page était splendide, avec une vue aérienne de la terrible attaque du dernier légat. Le pion reste pourtant stoïque, et son regard noir aurait presque quelque chose de Saitama de One Punch Man. Sauf qu'ici, c'est le One Kick Man, un seul coup de pied suffit à Im à arrêter l'attaque de Miss Vern. La scène est terriblement dynamique, et la musique nous entraîne dans cet élan d'héroïsme. Et vous nous connaissez, on aime bien chipoter. On aurait peut-être aimé une meilleure adaptation de la case qui présentait le visage de Im, qui était tout bonnement sensationnel. Im fait sonner le son de métal de ses poings, et provoque directement Miss Vern. C'est sur ce défi que le chapitre 300 du manga se terminait. Le pion dispose à ce moment-là d'un design à la Hokuto-no-Ken, grâce à la forme particulière de son menton. C'est tout à fait conforme à la case de base, qui disposait aussi de ce type de trait. Il est fort possible que Miss Vern ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. On retourne alors du côté de Dai qui envoie balader Vern contre un mur. L'épisode nous propose une scène inédite où le héros se prend une attaque sans broncher. A la base dans le manga, on pouvait seulement voir Vern en difficulté. Un texte nous indiquait alors que Dai était en proie au doute. Avait-il vraiment une chance de gagner? L'épisode se termine tandis que Vern lance un regard noir au jeune garçon. Vern et Miss Vern sont poussés dans leur dernier retranchement. La victoire serait-elle à portée de main? Réponse la semaine prochaine. La Toei nous a proposé un bon épisode avec plusieurs bons éléments. Un effort particulier a été réalisé sur les plans portant sur Vern. De plus, la mise en scène autour de sa vision implacable de l'humanité a été traitée avec soin, et il est vraiment difficile de lui donner tort sur les travers du monde des hommes. Malgré toutes ces qualités, cette scène va peut-être décevoir quelques puristes.
Ainsi, la réponse de Dai aurait pu bénéficier d'un clin d'œil appuyé à l'univers de Dragon Quest. Une boîte de dialogue de type RPG aurait été du meilleur goût. C'est vraiment dommage d'être passé à côté d'un tel fanservice aussi facile qu'efficace. La direction reste pourtant très bonne, notamment le combat opposant Avan à Kilvern, qui ne dispose d'aucune censure. Le sang gicle et nous permet d'apprécier la cruauté de Kill. Le regard de la faucheuse n'est toujours pas aussi empli de haine que dans le manga, mais l'équipe s'est rattrapée sur son adversaire. Nous avons ainsi été régalés du regard de Maître Avan empli de terreur face à l'assassin. Ses réactions sont un peu différentes par rapport au manga, mais cela reste tout à fait cohérent et permet une mise en scène redoutable. Enfin, la scène de Im a été bien exécutée. Certains pourront reprocher la dimension humoristique créée par l'intermédiaire de Chu, mais cela reste tout à fait fidèle. Le matériel d'origine a donc été respecté, et le combat en lui-même a été intense. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 86 ? Cette 86e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine!